Torchwood, seul spin-off de Doctor Who diffusé en France, a eu une importance fondamentale dans l'importation du Winiverse dans notre contrée. De nombreux fans actuels, y compris moi-même, en ont entendu parler avant Doctor Who. Il faut dire qu'en 2008, Énergie 12 cartonnait et était une chaîne plus fréquentée par les ados et jeunes adultes que France 4. Et il mettait la dose sur la com, je me souviens encore des pubs radio avec la voix suave de Richard Darbois qui nous vantait les mérites de l'équipe de choc de Torchwood. Mais j'ai encore attendu quelques années pour m'y lancer, après avoir regardé une bonne majorité de Doctor Who. Je me souviens qu'à l'époque, je n'avais pas apprécié plus que ça la deuxième saison, malgré quelques bons épisodes, mais qu'elle était tout de même largement plus satisfaisante et moins malsaine que la précédente. Si le premier épisode de la saison 2 de Torchwood a été diffusé pour la première fois en France le 5 septembre 2008 sur Énergie 12, ce fameux épisode était sorti quelques mois plus tôt au Royaume-Uni, le 16 janvier 2008, sur BBC 2, et non plus sur BBC 3 comme pour la première saison. Si vous voyez cette vidéo au moment de sa sortie, vous pouvez constater que cette saison 2 a donc fêté ses 15 ans il y a quelques jours. Vous savez ce que cela signifie? Il est temps de revenir sur la saison 2 de Torchwood, 15 ans après. Le premier épisode de cette deuxième saison, Kiss Kiss Bang Bang, retrouve Jack, fraîchement revenu de ses aventures à la fin de l'univers et sur le Valiant, dans le triple épisode final de la saison 3 de Doctor Who. L'équipe de Torchwood est désarçonnée de le voir revenir ainsi, mais pas autant que lui lorsqu'il découvre que son ancien amant et coéquipier, le capitaine John Hart, vient de débarquer à Cardiff. La première saison de Torchwood démarrait par un épisode à l'histoire très simple mais rondement menée. Il ne cachait pas son véritable but, qui était de présenter chaque protagoniste dans son élément, mais se payait tout de même le luxe de ne pas être qu'une simple vitrine exagérée de chaque détail de la série. La deuxième saison ne l'entend pas sur ce ton. Quitte à réintroduire Torchwood, autant y aller à fond, dans le moindre excès. Et au diable l'histoire! Qu'est-ce qu'on s'en fiche de l'histoire, hein? Kiss Kiss Bang Bang est doté de la subtilité d'un bulldozer et n'existe que pour nous rappeler que Jack est immortel, qu'il était agent du temps, que les personnages de cette équipe ont entre eux des relations plus malsaines les unes que les autres, que dans Torchwood on aime bien le sexe et la violence car on est mature, bref, cet épisode n'est qu'un résumé de 50 minutes. Et pourquoi pas en soi, mais ce résumé ne sert pas totalement de point d'entrée dans la série tant il est brouillon et sert une histoire insipide. Même son supposé grand atout, l'introduction du capitaine John Hart, joué par l'idole des millennials fans de Buffy, James Marsters, est catastrophiquement excessive. Que Marsters cabotine ne me dérange pas. Que l'ensemble de ces dialogues tourne en dessous de la ceinture, par contre, ne le rend ni edgy ni ténébreux comme j'ai pu le croire autrefois. Et vous aussi, sûrement. Mais uniquement abyssalement cringe. L'écriture de ce personnage, et de tous les personnages, soyons honnêtes, mais surtout du capitaine John Hart quand même, prouve que, contrairement à un bon vin, Torchwood ne se bonifie pas en vieillissant. Tout du moins, pas sur les sujets sexuels. Difficile de regarder ce genre d'épisode juste après avoir fait une vidéo sur le consentement et l'amour et la sexualité dans Doctor Who. C'est notre vidéo précédente, je vous encourage à aller la voir, elle est vachement bien. Bref, pas grand chose de positif à retenir de Kiss Kiss Bang Bang qui nous a fait redouter le pire pour la suite de la saison. Heureusement pour nous, cette saison 2 décide de se ressaisir bien vite avec Sleeper, dans lequel l'équipe de Torchwood prend en charge Bess, une adorable femme s'avérant être un agent dormant d'une espèce meurtrière. Ici, c'est tout le contraire de l'épisode précédent. Le développement de personnages est soigné, à l'exception de Jack, qui agit du début à la fin comme le pire des bad cops avec la pauvre Bess traumatisée. Gwen prouve avoir gagné en maturité et en sagesse en l'absence de Jack, et ses qualités présentées dans la saison 1, son empathie et sa diplomatie, sont ici bien plus dosées que l'impétuosité de son chef. Tosh n'a pas grand chose à faire, mais Owen semble être devenu un médecin plus consciencieux et compétent. Quant à Ianto, il commence enfin à avoir une véritable présence et son humour est une excellente soupape lors des scènes à haute tension. De fait, Sleeper bénéficie d'un rythme efficace et haletant, avec une belle montée en puissance progressive. On a le retour des fameux effets spéciaux particuliers qui m'ont fait pleurer des litres de sang en saison 1, mais bon, c'est le jeu de toute cette série de vidéos 15 ans après, se farcir à nouveau des effets moches. Heureusement, ils ne sont pas si nombreux que ça et ne ternissent pas cette histoire sombre, émouvante, un peu sordide et surtout cruelle. D'ailleurs, c'est tellement sombre qu'on y tue des bébés. Et ouais, dans Torchwood on déconne pas, on est pour les adultes après tout. L'épisode 3, To the Last Man, propose une ambiance bien différente, mais qui prend elle aussi son temps. On quitte en partie le présent pour se plonger dans une histoire de fantôme dans un hôpital où se superposent les années 1918 et 2008. Le lien entre les deux, le soldat Tommy Brockless, cryogénisé par Torchwood alors qu'il était un patient de ce fameux hôpital. Et c'est enfin l'occasion de développer un petit peu Tosh, personnage touchant qui me rend toujours un peu triste mais qui va souffrir tout au long d'être laissé dans l'ombre. Je ne comprends pas pourquoi Tosh n'est développé, dans la saison 1 comme dans celle-ci, que lorsqu'on lui donne une histoire d'amour vouée à l'échec.
L'épisode est sympathique, quoique un peu trop long, mais je ne peux pas m'empêcher d'être déçu qu'un personnage aussi brillant et attendrissant ne soit résumé dans la série qu'à sa solitude amoureuse. Pauvre Tosh. L'épisode 4, Meet, reste qualitativement au même niveau que les 2 épisodes précédents. Il permet d'approfondir le personnage de Rhys, le fiancé de Gwen, puisqu'il découvre son activité au sein de Torchwood, et s'implique volontairement dans une sordide enquête de trafic de viande extraterrestre. L'épisode est haletant et prenant, bien qu'il souffre de l'habituel manque de budget de Torchwood. Ce n'est pas de leur faute, mais on se serait contenté de moins de plans sur cette bestiole. Bref, l'intérêt de Meet est bien dans ses personnages, pour une fois relativement cohérent avec ce qu'on sait déjà d'eux. Ce qui est loin d'être une chose commune sur Torchwood, royaume des personnages à caractère variable. Et quel plaisir de voir Rhys, le Rory de la série, prendre son envol tout en envoyant à Gwen ses 4 vérités. Après une première saison où leur relation m'avait épuisée, je suis heureuse de voir s'émanciper cet homme à la patience surhumaine. L'épisode 5, Adam, est une vraie bonne surprise. Je n'avais que peu de souvenirs de Torchwood. D'ailleurs, alors que j'écris cette vidéo quelques jours après avoir vu les épisodes, je réalise que certains commencent déjà à s'effacer de ma mémoire. J'essaye, mais je n'imprime pas les épisodes de cette série. C'est dramatique. Enfin bref, le seul souvenir que j'avais de l'épisode Adam était le flashback dans la péninsule de Boshen, où Jack a grandi au 51e siècle, et j'admets que cet épisode est une excellente surprise. Le concept est redoutablement efficace. Un alien se nourrissant des souvenirs que les gens ont de lui modifie la mémoire des membres de Torchwood. Les voici persuadés qu'Adam fait partie de l'équipe depuis longtemps. Le concept parfait pour proposer des facettes très différentes de nos personnages de façon logique. J'insiste sur le développement logique car, comme évoqué pour Meet, ce n'est pas systématiquement le cas d'un épisode à l'autre dans les 2 premières saisons de Torchwood. Autant en profiter quand le scénario justifie de leur donner d'autres attitudes. Adam est un épisode rondement mené, haletant, qui se paye même le luxe d'introduire de nouveaux éléments concernant l'histoire de Jack, ce qui nous prépare une fois de plus pour la fin de saison. Mais on y reviendra, car pour l'instant, il nous faut nous infliger Reset. Un des gros problèmes de Torchwood est... Qu'est-ce que vous foutez là? C'est un meurtre tout à fait banal. Reset réussit l'exploit de nous faire également demander « Qu'est-ce que tu fous là toi aussi ?» Alors, en gros, Torchwood enquête sur des meurtres en compagnie de Martha Jones. Je suis contente de revoir Martha, évidemment, mais rien dans ces meurtres ne laisse penser de prime abord qu'ils ont un lien avec des extraterrestres. C'est du détail, mais ça m'agace à chaque fois que ça se produit. Bref, on découvre que ce ne sont bien entendu pas de simples meurtres. Les victimes ont toutes guéri de maladies incurables après un passage dans un centre pharmaceutique. Martha souhaite infiltrer le centre, ok, très bien, mais qu'est-ce que je m'ennuie? C'est bateau, bourré de facilités scénaristiques. Les effets spéciaux sont pires que dans Meet. Je cherche encore l'intérêt de l'épisode, à part nous prouver que Martha est géniale, ce qu'on sait déjà. Ah si, seule sa fin mérite d'être sauvée. Non pas pour la conclusion de cette histoire fadasse au possible, mais pour quelque chose qui va marquer radicalement le reste de la saison. Owen, stay with me. Owen, look at me. Look at me. Owen, look right at me. C'est mal vu si je dis que je suis contente que Owen, l'agresseur sexuel pédant, meure? Ne vous inquiétez pas, il ne restera pas mort bien longtemps dans l'épisode suivant, Dead Man Walking. Enfin, si, techniquement il est bel et bien mort, mais Jack n'est pas prêt à le laisser partir de sitôt. Vous vous souvenez du gant de résurrection détruit en saison 1? Eh bien, figurez-vous que les gants vont par paire et qu'il en existe un deuxième que Jack retrouve après approximativement 5 minutes de recherche dans un coffret au milieu d'un nid de Weevil. J'ai déjà parlé des Weevil? Ce sont les nuisibles des égouts de Cardiff venus de la faille spatio-temporelle et responsables de la moitié des soucis qui se passent dans cette ville. C'est des ratatas quoi. Bref, Jack ressuscite Owen pour 2 minutes, sauf que ça cafouille et qu'Owen reste animé. Bonus, le voici possédé par la mort, qui veut tuer 13 personnes pour pouvoir enfin parcourir la Terre. Il y en a des scénarios nuls dans Torchwood, mais alors celui-là... J'accorde au climax de l'épisode de m'avoir secoué d'un fou rire involontaire. Mais il passe en grande partie à côté de l'intérêt de faire revenir Owen sous la forme d'un mort-vivant. Heureusement, l'épisode 8, A Day in the Death, rattrape cela en proposant le premier arc de rédemption d'Owen véritablement touchant. J'ai enfin pu éprouver de l'empathie, et plus uniquement du dégoût, face à cet être méprisable apprenant à vivre sans dormir, sans boire, sans manger, sans guérir, et surtout sans pratiquer le coït, pire des punitions pour un personnage de Torchwood. A Day in the Death est à la fois une lente descente aux enfers pour Owen, mais aussi une révélation jusqu'à la sublimation de ses, jusque-là faibles, côtés positifs. Owen est un excellent docteur qui a pour vocation de sauver un maximum de vies. Parfois de façon peu orthodoxe, mais c'est l'intention qui compte, dirons-nous. Le seul bémol que je trouve à cet épisode touchant, c'est l'attitude détestable des collègues d'Owen qui, au lieu de le soutenir dans cette épreuve, l'excluent soudainement et le relèguent à faire du café.
Même Toshiko, la gentille Toshiko qui aime Owen, puisqu'être amoureuse est le seul développement dont elle soit digne, se transforme ici en langue de vipère bavarde et méprisante. J'imagine qu'on ne peut pas tout avoir. Bon allez, partons sur une ambiance plus festive avec Something Borrowed, le mariage de Rhys et de Gwen qui... Wow, est enceinte, c'est quoi ça? Ne vous affolez pas, c'est bien entendu le bébé d'un alien métamorphe qui a mordu Gwen. Cette dernière refuse de décaler le mariage, mais réalise, après avoir annoncé à tout le monde sa grossesse, qu'elle va maintenant devoir leur briser le cœur en leur disant que non, papa, maman, vous ne serez pas grands-parents pour l'instant. Non mais vraiment, j'essaie de m'attacher, hein. Ils sont stupides. Bref, elle va se marier, mais la maman du bébé est bien décidée à récupérer sa progéniture dans un bain de sang. Something Borrowed a pour lui d'être un épisode plus fun et amusant que les autres. C'est une respiration bienvenue qui n'a pas beaucoup d'autres prétentions que cela. Et si la conclusion est aussi claquée que les réactions des personnages, je n'ai pas passé un mauvais moment devant cette pause festive et un peu sanglante. À la fin de Something Borrowed, nous découvrons le next time de From Out of the Rain. L'épisode semble posséder une esthétique et une histoire faites pour nous. Or, ni Julien, ni moi n'en avons le moindre souvenir. Ce qui veut généralement dire que ça ne va pas être terrible, et ça n'a pas raté. Dans From Out of the Rain, une troupe itinérante qui semait le chaos au début du siècle dernier s'échappe de vieilles pellicules et vole le dernier souffle de vie des malheureux qui croisent sa route. Quel concept! Quel début d'épisode! Quelle déception! L'histoire patine et est cousue de ficelles scénaristiques. La réalisation peine à rendre effrayants les membres de la troupe une fois la pellicule quittée. Le retournement de situation est bâclé. On ressort de From Out of the Rain avec un sentiment d'immense gâchis totalement oubliable et dispensable. L'épisode se clôture sur un suspense qui aurait pu avoir du sens si la troupe devait faire son retour, mais sachant que l'histoire n'aura aucune suite et que de toute façon elle n'avait aucun intérêt, on va juste décréter qu'on s'en fiche, et on va plutôt jeter un œil au 11e épisode, Adrift, dans lequel on retrouve enfin le showrunner Chris Chibnall à l'écriture, pour la première fois depuis Kiss Kiss Bang Bang en début de saison. Vous connaissez probablement mon point de vue sur l'écriture de Chibnall sur Doctor Who. S'il y a de gros ratés, il y a aussi de véritables perles, surtout en ce qui concerne les fils rouges. Ce point de vue n'est pas forcément valable sur son écriture sur Torchwood, qui est plus que faiblarde, voire franchement mauvaise en saison 1, et qui n'était pas meilleure en début de saison 2. J'allais donc vers les 3 épisodes finaux avec une certaine réticence. Quel plaisir de voir cette crainte se faire balayer de la main par une plume bien plus acérée que ce à quoi je m'attendais. Adrift donc démarre de façon très classique avec une disparition d'adolescents dans un grand flash lumineux. Pas de quoi fouetter un chat et je m'attendais à 45 minutes d'ennui. Mais ce bon vieux Chibnall avait plus d'un tour dans son sac. On suit Gwen, d'abord désintéressée par cette affaire, mais qui réalise peu à peu que son travail à Torchwood l'a déconnectée de son empathie. Pour prouver aux autres et à elle-même qu'elle est toujours la même Gwen, elle va se lancer à corps perdu dans l'enquête contre l'avis défavorable de Jack. Je trouvais les personnages inconsistants au début de l'épisode. Je craignais vraiment un retour des caractères assez méprisants de A Day in the Death. Et ma crainte a été une fois de plus assez vite dissipée. Les épisodes suivants me confirmeront que si d'un épisode à l'autre, les personnages de Torchwood peuvent parfois être assez incohérents, eh bien Chibnall, lui, a une idée très précise en cette fin de saison de ce qu'il compte faire. Ça aurait pu être juste bien quand même qu'il le prévienne les autres scénaristes, parce que c'est quand même lui le showrunner quoi. Avec Adrift, il entame une série d'histoires creusant plus profondément dans cette équipe. Gwen, tout particulièrement, n'a jamais été aussi touchante que dans cette histoire où elle prend pleinement conscience de ses forces et de ses faiblesses. Si Adrift est loin de ressembler à l'épisode type de Torchwood que son introduction me laissait présager, il est finalement à l'image d'autres travaux de Chibnall, axés sur l'humain, parfois au détriment de l'intrigue qui n'est qu'un prétexte pour dégager l'essence des personnages. J'ai fini Adrift lessivée et en larmes, consciente que je venais d'assister à un grand épisode. Si l'épisode 12, Fragments, ne m'a pas laissé dans le même état de choc, il démarre tout de même de façon brutale. Alors qu'ils sont coincés dans les décombres d'une explosion, nous allons enfin découvrir le passé de chaque membre de l'équipe. Car jusqu'alors, nous n'avons jamais su comment chacun avait rejoint Torchwood, si on accepte Gwen. Une fois de plus, nous sommes sur un épisode prétexte qui fait le choix de prendre son temps en flashback sur chaque personnage, alors que le temps présent leur est compté. C'est au passage l'occasion d'apporter un peu de structure à un personnage comme Toshiko, qui n'est enfin plus uniquement quelqu'un de seul et triste, à la recherche du grand amour, mais aussi une espionne industrielle dévouée à sa famille. Il est évident que Fragments est un épisode qui précède un grand final. Au même titre qu'un Ascension of the Cybermen en saison 12 de Doctor Who, c'est un épisode qui est uniquement là pour installer les billes pour enclencher ce grand final. Et en fait, on ne lui en demande pas plus.
C'est ainsi que nous avons atteint la fin de saison, et avec elle l'épisode Exit Wounds. Le capitaine John Hart est de retour, et avec lui Gray, le petit frère de Jack, bien décidé à se venger de ce dernier qu'il a égaré lors d'une attaque dans la péninsule de Beauchesne. S'il souffre d'une histoire plus faiblarde que les deux précédentes, Exit Wounds a également un inconvénient de taille, son antagoniste. On peut reprocher ce qu'on veut à John Hart et son écriture bancale, mais reconnaissons une bonne qualité d'interprétation de la part de James Marsters. Sauf qu'ici, le vrai gros méchant, c'est Gray, interprété par le fraîchement diplômé d'art dramatique Lachlan Nieboer, qui s'est sûrement amélioré depuis, je l'espère pour lui, mais qui livre surtout ici une performance sans saveur ni aspérité. Gray n'a pas le moindre charisme. Impossible de le prendre au sérieux, ce qui est quand même plutôt dommage vu que c'est le gros méchant de fin de saison. Heureusement, l'épisode se sauve par d'autres aspects, tout particulièrement par sa fin déchirante, savamment préparée par les flashbacks de Fragments, qui nous ont rendu Toshiko et Owen plus attachants avant les grands adieux. Cette fin de saison est tragique, cruelle, implacable. Si on ne s'en souviendra pas pour son histoire classique ou pour l'huître qui lui sert d'antagoniste, impossible de ne pas être profondément secoué par la terrible conclusion. Que penser finalement de cette saison 2, 15 ans plus tard? Eh bien même si elle est en dents de scie, elle reste quand même globalement beaucoup plus qualitative que la saison 1. Si les défauts sont toujours là, ils sont tout de même légèrement gommés. Les personnages gagnent en profondeur et acquièrent d'autres centres d'intérêt que sauter sur tout ce qui bouge. À l'exception du premier épisode, les mentions aux relations sexuelles des personnages se cantonnent à quelques scènes, évocations ou blagues, les rendant ainsi bien plus digestes. Tous les personnages semblent avoir mûri et être ainsi plus humains. Et si je regrette toujours beaucoup le manque de développement de Toshiko, je suis heureuse qu'elle soit enfin reconnue à sa juste valeur en fin de saison. Mais si je n'ai pas passé un aussi mauvais moment que je l'attendais, même globalement c'était plutôt bien, eh bien ça a quand même salement vieilli. L'épisode 1 est un cas d'école de l'obsession des années 2000 pour tout ce qui est blagues sexuelles, sexistes, dégradantes ou homophobes. C'est un comble qu'une série perçue à l'époque comme LA série LGBTQIA+ du moment soit beaucoup moins progressiste sur ces sujets que des programmes plus anciens. Ce n'est d'ailleurs pas propre à Torchwood. Depuis plusieurs années, lorsque je revois des films ou des séries des années 80, 90 ou 2000, abordant des sujets féministes ou LGBTQIA+, je réalise presque à chaque fois que les œuvres des années 2000 sont les moins bienveillantes et modernes du lot. L'autre côté extrêmement vieillot de Torchwood est son esthétique. Son look émo cradingue en fait son charme, mais c'est aussi et surtout une parfaite représentation de son époque. Torchwood ne peut s'être déroulé qu'entre 2005 et 2010, dans cette espèce de petite fenêtre temporelle entre la tectonique et les t-shirts Eleven Paris. En soi, c'est pas désagréable à regarder, il y a un petit côté nostalgie, ça me rappelle les années lycée et les clips de Jen Ali. C'est par contre tout de suite bien plus compliqué lorsque des effets spéciaux numériques débarquent. Ils étaient déjà innommables dans la saison 3 de Doctor Who, et il est donc pas vraiment surprenant qu'ils soient pires dans une série au budget drastiquement moindre. Torchwood a donc mal vieilli? Oui, indubitablement. Mais cette saison 2 a aujourd'hui bien plus d'intérêt et d'attrait que la saison 1. Et vu le peu de développement de personnages dans la première saison, le fait que l'essentiel est résumé dans Kiss Kiss Bang Bang, et que de toute façon, vous en savez presque plus sur Jack en ayant vu Doctor Who que le début de Torchwood, j'en serais presque à vous conseiller de démarrer par la saison 2 si vos souvenirs de Torchwood sont poussiéreux, ou si vous voulez découvrir la série mais craignez sa réputation aujourd'hui en décrépitude. Promis, à partir du deuxième épisode, ça passe plutôt bien. Si je suis somme toute assez critique des deux premières saisons de Torchwood, enfin surtout de la première, eh bien je suis contente. Parce que l'année prochaine, la saison 3 de Torchwood fêtera ses 15 ans. Saura-t-elle être à la hauteur de sa réputation de meilleure saison de Torchwood, voire parfois de haut du panier de la télévision britannique? Eh bien on le saura l'année prochaine. Rendez-vous en juillet 2024.